Ce mois de janvier et ce début d'année 2025 a été assez marquant pour moi puisqu'il y a eu la prise de parole de Bernard Arnault et pour moi c'est un marquant dans cette année et ça en dit beaucoup sur l'état de la France. D'ailleurs dans quelques temps il y aura une vidéo où je vais comparer l'économie française à l'économie américaine. Donc vous avez dû voir ma vidéo sur LVMH que j'ai publiée où j'ai pris ma prise de bénéfice mon gain en gros que j'avais sur la position et je vous ai parlé également, j'ai mis en introduction le petit discours en résumé de Bernard Arnault. Ce que je voulais dire, c'est que je ne juge pas les gens qui votent pour la France insoumise. Je respecte chaque parti politique. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Mais pour ma part, je vais être tout à fait honnête, je ne supporte pas ce parti politique. Je trouve que c'est un parti politique qui est extrêmement dangereux, qui manque de respect à tout le monde, qui menace des gens physiquement. Lorsque vous voyez que dans leurs illustres figures, vous avez du Louis Boyard, qui le mec aurait même pas sa place à Fort Boyard, puisque le père Fouras lui donnerait des leçons d'éducation à longueur de journée. Vous avez un ancien membre qui était fiché S, qui est député. Vous avez l'autre, il est complètement illettré, il sait même pas lire. L'autre, il connaît même pas l'histoire de France. Moi, il pose des questions basiques, tu lui demandes qui est Napoléon, il croit que c'est un personnage de manga. Et je parle même pas de... alors, je sais plus comment elle s'appelle, cette femme, qui est une catastrophe hallucinante. Je pourrais faire une émission avec chaque fois un bout de ces conneries. Où la dernière fois que je l'ai entendue, elle a dit qu'elle était pour accueillir le monde entier en France. Le monde entier, sans quota, sans limitation, et qu'il faut accueillir tout le monde, elle a dit, mot pour mot. C'est juste hallucinant. C'est comme si toi, chez toi, tu organisais une fête avec des amis, tu invites 5 amis, tu as 5 chambres, donc tu peux nourrir tes amis, tu peux les faire dormir chez toi, tu les connais, vous avez les mêmes valeurs, vous vous connaissez, vous entendez bien. Mais si au contraire, tu te dis, finalement, je mets pas de limite, j'invite tout le monde chez moi, et tu te retrouves avec 1000 personnes chez toi que tu ne connais même pas. Tu sais pas qui ils sont, tu sais pas si vous partagez la même culture, les mêmes valeurs, et surtout, le problème, c'est que tu n'auras pas assez à manger pour eux, tu n'auras pas assez de chambres pour les loger. Forcément ça va partir en sucette, la soirée elle va très mal se passer, il y aura des bagarres, il y aura peut-être des coups de couteau, il y aura peut-être les gens, tu pourras pas les loger puisqu'il n'y aura pas assez de chambres pour les 1000 personnes. Donc forcément que ça va mal se passer. La gestion d'un pays c'est pareil, et ces gens-là qui se disent humanistes et qui donnent des leçons à tout le monde et qui traitent tout le monde de fachos et de racistes quand on dit qu'il faut contrôler l'immigration, en fait, ils n'ont rien compris. C'est l'exact opposé. Parce que ces gens-là, il ne faut pas les faire venir. Il faut les aider à se développer dans leur pays, déjà d'une. Parce que quand ils viennent, quand tu accueilles la misère du monde, c'est ton pays qui devient un pays miséreux. Il suffit... J'entends souvent qu'il y a des SDF qui se plaignent parce que ils se disent moi j'ai pas de logement, on m'aide pas. Là il y a des migrants, ils sont sur le territoire de manière illégale, des OQTF, et eux on va réquisitionner carrément une école, un gymnase, on empêche les élèves d'aller faire leur sport, on va réquisitionner un hôtel pour pouvoir les loger, mais moi on me laisse dans la rue. Et je comprends que ça puisse être choquant et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ça, je trouve pas ça normal. Mais il faut quand même rappeler que la plupart des migrants qui sont sur le sol français, certains vivent dans des camps, il y en a une forte majorité qui vivent dans la misère, qui vivent sur des trottoirs. Je ne sais pas si je vais mettre des images, je ne pense pas que je vais les mettre, mais on voyait des reportages qui allaient carrément discuter avec des migrants de toute origine, de toute religion. Il y a d'autres qui sont là, ça fait 6 mois. Il y a d'autres qui sont là, ça fait 3 mois. Il y a d'autres qui sont là, ça dépasse ça. Vous venez toutes de Côte d'Ivoire? Non, d'Afrique. Il y a Guinéens, il y a Maliens, il y a Burkinabés. Il y a Nigériens entre nous ici, il y a Sénégalais ici, il y a tout. On vient d'Afrique. Oui, la France a des moyens de nous accueillir, bien sûr. Parce qu'on est des migrants, partout c'est comme ça. Ils doivent nous accueillir bien même. On a fait quoi? On est venu ici pour être en sécurité au fait. Mais là, la nuit, on nous vole. J'ai une soeur qui est enceinte de 8 mois aussi. Ils l'ont volé, ils ont tout volé, ses affaires. Même ses papiers de l'hôpital, ils ont tout pris. Il a quel âge le petit là? 6 mois. 6 mois. Mais c'est ici qu'il vit. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Lui, il est un peu âgé. Il y a des bébés de 2 semaines ici. Est-ce que c'est normal? Sans qu'elle ne nous répond plus. Les gens viennent nous filmer. On est fatigué. On est fatigué de dormir en route. On est fatigué. Et certains t'expliquaient que, certains, pas tous, mais certains disaient que c'était limite pire leurs conditions actuelles que quand ils étaient dans leur pays, qui regrettaient d'être venus.
Oui, parce qu'on leur fait miroiter, vous allez aller en France, vous allez avoir des aides, vous allez avoir un logement, on va tout vous donner. Sauf que la France n'est plus un pays riche. La France est sur le déclin total. Et bref, on voyait par exemple qu'il y avait une femme qui était carrément diabétique. Et cette femme n'avait pas eu d'insuline. Elle n'avait pas d'insuline. Personne lui fournissait de l'insuline. C'était une femme avec un bébé en plus qui dormait dans la rue, sur le trottoir. Donc, je veux dire, comment on peut vouloir ça pour son pays? Comment on peut se dire, écoutez, on va accueillir tout le monde, mais du coup, on va les mettre tous dans la rue. Ils n'auront pas de travail. Qui va les nourrir? Et forcément, comment tu fais après pour survivre? Alors, faut pas s'étonner après qu'il y ait du narcotrafic qui se développe partout en France, qu'il y ait des fusillades. Moi, dans ma ville, qui est une ville pourtant à la base de calme, où tout se passe bien, aujourd'hui, tu as des gens chez eux qui ont reçu des balles. Il y a une balle qui est rentrée chez des gens qui étaient dans leur salon, qui regardaient la télé, passaient par la fenêtre, bam! Ils auraient pu mourir. Est-ce que c'est normal? Il y a des fusillades régulièrement. Voilà l'état de la France où on est. Je pousse mon coup de gueule, mais je vais rebondir après pour la finance. Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Et j'en reviens à Bernard Arnault. Et ces gens-là, toujours, ils donnent des leçons à tout le monde. Ils pensent que Bernard Arnault travaille pour la France. Bernard Arnault, c'est effectivement une icône. C'est quelqu'un qui donne une embellie, qui donne une image de marque à la France dans le monde entier. Car tout le monde, que ça soit en Asie, en Chine, partout, on veut du Louis Vuitton. Donc c'est l'un des dernières entreprises, avec peut-être L'Oréal, peut-être Total Energy dans un domaine différent, qui donne vraiment de la notoriété à la France. Mais Bernard Arnault, en tant que chef d'entreprise, il ne travaille pas pour la France. Il n'est pas là pour faire du social. Il est là pour développer une entreprise, pour développer l'image de la France de par sa marque Louis Vuitton. Il est là pour payer des salaires à ses salariés. Je rappelle que LVMH, c'est plus de 40 000 emplois en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, et tu as la France insoumise qui va leur dire « Nous, on veut pas de milliardaires, on veut des travailleurs. Alors, si tu veux partir, dégage, on n'a pas besoin de toi. » Ou alors, pire, c'est des menaces. C'est dire « Tu veux partir, espèce de traître, eh bien, on va utiliser la loi pour réquisitionner tes biens en France. » Voilà les menaces de la France insoumise. Au lieu de respecter quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est très riche, qui réussit dans son activité, qui fait flamber, qui rend la France flamboyante dans le monde entier, ces gens-là vont venir l'insulter, lui manquer de respect, le menacer et le traiter comme un moins que rien. Mais si demain, ce monsieur ne paye plus ses impôts en France, si demain il délocalise, on va faire comment? Alors, j'ai entendu quelqu'un de la France Insoumise dire « Ouais, mais ça représente que 2-3 milliards si ces entreprises délocalisent, c'est rien par rapport au budget. » Mais en même temps, ils te disent « Mais alors du coup, pourquoi est-ce que vous voulez les imposer si 2-3 milliards c'est rien? Du coup, les 400 000 euros que vous allez récupérer, c'est rien aussi. » Et ils te disent « Ouais, mais c'est toujours ça de prix. » Donc en fait, quand ça les arrange, c'est toujours ça de prix. Mais quand c'est 2-3 milliards, ça représente rien. C'est quand même assez marrant dans leur discours. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je trouve ça hallucinant de manquer de respect. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. On peut trouver ça normal d'imposer les plus riches, puisqu'on est dans un système, à mon sens, qui est à bout de souffle. Donc on en est rendu là. On n'a pas le choix. On doit demander à tout le monde de faire un effort. Moi, c'est quelque chose que j'entends. Il y a quelqu'un du gouvernement qui a d'ailleurs très bien répondu à ça et qui a répondu respectueusement à Bernard Arnault, qui a même dit qu'elle le comprenait, qu'elle était plutôt libérale. C'est fait avec respect et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que la France insoumise, c'est dans l'insulte, c'est dans les menaces, c'est toujours comme ça avec eux en permanence. Donc voilà, c'était mon coup de gueule envers ces gens-là qui ne respectent pas ceux qui réussissent en France, qui sont la lumière. Et le contraste est assez saisissant et c'est pour ça que je soutiens Bernard Arnault, c'est que lui, il revient des États-Unis où il était avec son ami Donald Trump. Donc on sait qu'ils ont des bonnes relations. Il revient en France. Qu'est-ce qu'il voit? On lui augmente de 40% ses impôts. Il y a la France insoumise qui l'insulte, qui le menace juste parce qu'il donne son avis. Il le dit de manière calme, posément. Il a insulté personne. Il a le droit de donner son avis, Bernard Arnault. Et comme tout le monde, on est en démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu donnes ton avis, tu te fais menacer de mort. Tu te fais insulter, tu te fais traiter comme un moins que rien. Il y a des acteurs qui ont perdu des contrats, il y a des... Bref, je ne vais pas tous les faire. Voilà où on est aujourd'hui en France dans le débat public. Et moi, je trouve ça extrêmement regrettable. Bernard Arnault, il crée de l'emploi, il paye énormément d'impôts, même si on est d'accord qu'en termes de pourcentage par rapport à ce que gagne l'entreprise, c'est pas beaucoup. Mais il paye quand même énormément d'impôts par rapport à la plupart des Français. Donc à un moment donné, je pense qu'on peut aussi le respecter, qu'il a le droit de donner son avis d'entrepreneur. Et je voudrais juste terminer cette petite partie pour vous dire que c'est pas le seul. C'est lui qui a fait un petit peu les médias qui fait le plus grand bruit. Mais personne n'a parlé du PDG d'EDF, qui s'est plaint lui-même, qui a dit que ça serait une catastrophe si on augmentait la fiscalité des entreprises. Personne parle du PDG de Fruits, qui lui-même a dit ça aussi.
On n'en parle pas. On ne parle pas de Total Energy qui a pensé à le délocaliser aux États-Unis. C'est venu dans leur esprit de Total Energy. On n'en parle pas. Donc c'est marrant, il y a comme un point commun, c'est que tous ces grands chefs d'entreprise et tous ces grands groupes français qui font la lumière du CAC 40 et de notre économie et qui ont un rayonnement pour certains mondialement, ont tous le même avis là-dessus. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut se poser des questions, peut-être qu'il y a des raisons, peut-être qu'on peut comprendre, même si on pense que c'est normal de taxer les plus riches. Voilà. Mais c'est toujours cette haine du riche, cette haine de celui qui réussit, qui tire notre pays vers le bas de mon point de vue. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Aux États-Unis, on les encense, on va les féliciter, on les accueille à bras ouverts. Donald Trump, il a dit, moi je t'accueille à bras ouverts, tu n'auras que 15% de fiscalité. Et on sait très bien que quand tu as moins de charges sociales, tu peux aussi avoir un salaire net qui est différent. Je voudrais quand même dire, bien sûr, qu'aux États-Unis, le système n'est pas le même que le nôtre, il n'est pas parfait, puisque là-bas, quand tu es pauvre, c'est une catastrophe, parce que tu n'as pas de remboursement de soins. Tu n'as pas, je ne sais même pas s'ils ont des retraites. Donc c'est un système qui est complètement différent. Donc quand tu as de l'argent, c'est bien. Quand on n'a pas, c'est extrêmement compliqué le système américain. On est bien d'accord. Et notre modèle en France, où on est remboursé, on a des retraites, etc., même si c'est en train de baisser, même si c'est à bout de souffle de mon point de vue, c'est quand même un très bon modèle par rapport à ça. Mais le problème, c'est que si on est à bout de souffle, si on est réduit à devoir aller emmerder ceux qui réussissent dans notre pays, c'est peut-être qu'il y a un problème. Si les classes moyennes comme moi, qui sont toujours de plus en plus taxées année après année, on a un pouvoir d'achat qui se réduit année après année, on nous étouffe, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est peut-être que le système ne fonctionne plus comme ça. Alors peut-être qu'on ne veut pas faire de réforme des retraites qui pourrait peut-être nous faire récupérer pas mal d'argent. Je peux l'entendre. Mais à un moment donné, il faut peut-être trouver des solutions. Et peut-être que le juste milieu entre notre système et le système complètement néolibéral américain, il y a peut-être un juste milieu à trouver. On ne peut pas être à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, entre guillemets, dans le monde du libéralisme. On peut peut-être, entre le communisme et le total libéralisme, freiner un petit peu pour récupérer un petit peu de souffle, de respiration, et peut-être trouver un équilibre qui sera un peu moins précaire, justement. Donc voilà, bon, tout ça, c'était pour faire mon petit coup de gueule. Donc dans cette émission, on va parler de mes performances du mois du portefeuille du Druide, enfin surtout de la performance du portefeuille tout court d'ailleurs. On va faire un petit sentiment de marché sur les différentes classes d'actifs, donc les indices boursiers, on va voir notre CAC 40. D'ailleurs c'est marrant parce que CAC 40 c'est que 40 entreprises, quoi. On n'a que 40 entreprises en France et dans ces 40 on n'a qu'une poignée, on n'a que quelques-unes, dont LVMH, L'Oréal, Total Energy. Voilà, c'est les rares, avec Michelin, bon il y en a peut-être 2-3 autres qui font vraiment toute notre économie. Aux États-Unis, le SP500, c'est 500 entreprises. 500 entreprises, et je ne parle même pas des entreprises moyennes, des small caps, qui font aussi beaucoup de fric. Donc c'est des gens qui innovent, c'est des gens qui créent en plus des services dont on a besoin, qui révolutionnent le monde entier. Mais voilà, on diabolise ceux qui créent, on diabolise ceux qui réussissent en France. Aux États-Unis, on les applaudit, on les accueille à bras ouverts. Et peut-être, je dis bien peut-être, je ne sais pas, à ma modeste échelle, mais peut-être que la réussite sur le plan économique et le fait que les États-Unis sont une première puissance mondiale, peut-être qu'il y a un tout petit peu de corrélation avec ça. Alors peut-être que je dis des bêtises dans tout ce que je viens de dire, c'est un sentiment que j'ai. Je vois mon pays qui se dégrade depuis plusieurs années. J'en parlais déjà en 2018 à des amis, je leur disais mais ça se dégrade à tous les niveaux. Niveau scolaire, le niveau scolaire baisse énormément. Niveau économique, n'en parlons pas. Pour avoir un rendez-vous chez le médecin, parfois tu en as pour 3 mois. Il y a des périodes où c'est saturé. Tu as des déserts médicaux. À l'hôpital, tu y passes toute ta journée pour pouvoir être pris en charge. Enfin bref, on est vraiment dans un déclin à tous les niveaux. Et là, je parle que de l'iceberg. Je crois qu'ils voulaient même baisser le niveau du bac pour pouvoir le donner, entre guillemets. Il y a des écoles où les profs, il n'y a même plus de profs alors qu'ils passent le bac. Il n'y a pas de profs pendant 3 mois. Ils font appel du coup. Ils sont obligés de faire appel à des stagiaires ou à des gens qui ne sont même pas diplômés, qui sont juste des étudiants pour qu'ils viennent eux-mêmes donner des cours parce qu'ils sont en pénurie de professeurs. Voilà où est-ce qu'on en est. On menace des profs. Il y a des profs qui se font décapiter ou assassinés. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Donc le pays est clairement en déclin et c'est vrai qu'il a raison Bernard Arnault. Il revient des États-Unis et là-bas il y a une euphorie, les gens sont hyper optimistes pour la suite, ils se disent il va y avoir un développement économique. Le contraste est saisissant et on ne peut pas lui en vouloir de donner son avis. Et comme je donne le mien aujourd'hui, j'ai le droit de donner mon avis même si tu n'es pas d'accord avec moi. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que je dis des bêtises, mais c'est mon opinion. Vive la France, vive la République.
Allez, revenons à la bourse. Donc avant de vous montrer le SP500, je vous montre une position que j'ai en cours. Vous voyez ici en direct, j'ai déjà pris des gains partiels dessus. Vous voyez que là, je suis à plus 22% sur LTMC. Donc là, vous avez mon niveau d'entrée. Vous avez le prix actuel ici. Donc c'est un trade qui se passe très très bien. Donc voici notre SP500. Donc je vous rappelle que cette semaine, on a eu la décision des taux de la Fed et également de la BCE. Donc pour la Banque Centrale Européenne, ils ont décidé de baisser de 0,25 points. Donc c'était quelque chose qui était plus ou moins attendu. Et puis pour le SP500, pas de changement, statu quo. Donc pas de bonne surprise non plus. Mais pas vraiment de mauvaise surprise, on s'y attendait également. Donc je rappelle que j'ai ma vue ici plus long terme, où j'ai un canal haussier qui encadre le prix, que là on est dans un petit canal ici en pointillé qui suit également le mouvement depuis maintenant, on va dire décembre 2023. Donc on est vraiment dans un puissant bull market qui est long et régulier, qui se passe très très bien. Et puis j'ai mon objectif ici qui est la zone verte. Je rappelle que j'attends le contact avec celle-ci, donc je m'attends à ce qu'on monte encore un petit peu. Vous voyez qu'on n'y est pas encore dans cette zone verte. Et cette zone verte, en réalité, je pourrais même la remonter un petit peu. On peut aller chercher le haut du canal ici, soit en pointillé, soit ici qui est, vous le voyez, en noir. Donc ça, c'est vraiment les objectifs. Donc il y a encore un peu de potentiel si on va rejoindre le haut du canal en pointillé. Donc affaire à suivre, mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, les indices restent quand même en surchauffe. Ils sont en surchauffe depuis quelques mois. Ils peuvent rester en surchauffe encore quelques mois. Mais je pense qu'à un moment donné, on risque d'avoir comme une bonne correction. Quant au Nasdaq 100, de moins de point de vue, il y a un petit peu plus de potentiel puisque là, vous voyez qu'on est encore assez loin du haut du canal ici. Donc là, on va pouvoir, si on va le chercher, on va avoir un beau potentiel de hausse qui peut nous permettre de surfer pas mal de trades pour tout simplement surfer le marché haussier qui est toujours en cours dessus. Quant au CAC 40, donc vous avez fait une vidéo à l'époque qu'on était ici dans cette zone là sur le support. Je vous ai expliqué que pour moi c'était un support. J'ai comme mis, on ne sait jamais si ça casse par le bas, on aura un scénario de correction baissier, mais que je privilégiais bien sûr le rebond. Le rebond on l'a eu, j'ai pris des gains sur LVMH d'ailleurs. Total Energy a bien rebondi. Je vous avais fait des vidéos de mes prises de position entre guillemets dessus, en tout cas des niveaux que je trouvais intéressants. Depuis on a bien explosé, on a cassé la résistance ici et on est de nouveau dans une dynamique haussière. Donc là, on pourrait rejoindre le haut du canal à plus long terme, comme le Nasdaq 100. Et je pense qu'à plus court terme, on va rejoindre les 26 000 points. Ici, c'est vraiment un objectif, les 25 000 ou les 26 000 points. Donc il reste encore un peu de potentiel de hausse, mais on risque peut-être de faire une pause sur les 26 000 qui correspondent également d'ailleurs aux ATH ici. Vous voyez le sommet complètement à gauche. Un petit tour sur les obligations long terme américaines. Donc ici, il n'y a pas de changement. On est toujours dans un gros range et pour moi, ça risque de durer durant toute l'année 2025. Donc c'est pas une classe d'actifs très intéressante. Moi, j'avais expliqué que j'avais pris une ligne pour profiter de la baisse pour du très très long terme. Donc je suis très patient sur cette ligne. En plus de ça, vu que peut-être que dans le futur, on va continuer de baisser, on va peut-être remonter les taux, pardon. Peut-être que les obligations rechuteront. Mais en tout cas, pour l'instant, comme ça se stabilise, on peut peut-être rejoindre la résistance ici. Peut-être que d'ailleurs, si c'est le cas, je prendrai mes gains sur ma position sur le TLT qui est sur le portefeuille du Druide. Donc il y a toute cette zone verte qu'il faudra casser par le nord pour relancer une vraie dynamique positive sur le secteur obligataire qui est un secteur très intéressant pour la stabilité d'un portefeuille puisqu'il est décorrélé en général du marché des actions. Alors sur le portefeuille Druide, vous voyez que j'ai encore beaucoup d'actions et je suis rentré cette semaine sur MANH parce que j'en ai pas parlé mais j'avais pris mes gains avant la publication des résultats. Suite à la publication des résultats, MANH a chuté de moins 22 ou moins 23%. Je suis rentré, je suis déjà à moins 6% malgré tout, malgré la baisse qu'il y avait déjà eu. Mais pour moi, pour moi ça peut encore baisser pas mal d'ailleurs au passage. Mais là sur MANH, vous voyez que j'ai pris que 428 dollars de position. C'est une petite position. Donc je peux monter à 1000, à 1500. Je préfère du DCA si ça baisse encore beaucoup. J'ai mes niveaux, je sais où je vais en renforcer. Mais en tout cas, je pense que là, avec une baisse de moins 23%, c'était déjà un bon niveau pour prendre une première ligne, enfin pour revenir dessus. Donc on retrouve MDLZ, vous allez avoir une vidéo prochainement qui présentera cette société. Vous comprendrez pourquoi je suis rentré dessus. Que pareillement je peux moyenner à la baisse. J'ai ma ligne sur Waters Corporation, je vous avais fait une vidéo sur la chaîne qui est à plus 10%, donc voilà, peut-être que je vais prendre mes gains à un moment donné. Venir ici sur ma partie crypto, vous voyez que j'ai déjà pris des gains sur Solana, je vous avais expliqué, mais j'ai repris une position sur Solana. Voilà, je recommence à accumuler. Le Bitcoin, je vais prendre mes gains avec vous en direct, enfin je vais clôturer la moitié de la position, je vais le faire.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? XRP, j'ai une position aussi. Donc voilà, la portion crypto se passe bien, mais elle est un petit peu trop importante par rapport à mon patrimoine global. Voici ma prise de bénéfice partiel sur le Bitcoin. Je sais pas que je pense que le Bitcoin ne va plus monter, loin de là. Je pense que le Bitcoin va continuer de monter. C'est simplement que comme on arrive sur un niveau psychologique qui est d'une résistance, je préfère prendre 50% de mes gains et je les remettrai quand on cassera la résistance. Ça me permet de me protéger si jamais au contraire le marché des cryptos se retournait totalement, partait au sud, au moins je ne serai plus surexposé dessus. Donc voilà, là je prends mes gains dessus en direct avec vous. Voilà, c'est fait. Vous allez voir ici, hop, ça se réduit. Mes ETH, je les conserve parce que pour moi, ils sont pas très chers. Et voilà, Solana, je conserve aussi. Et tout ça, je pourrais moyenner à la baisse, bien sûr, s'il y a besoin. Et donc maintenant, on est parti pour voir la performance du portefeuille du Druide officiel. Je vais comparer ça au CAC 40. Vous voyez que la courbe en bleu, c'est mon portefeuille. Et le CAC 40, économie française. Vous voyez que mon portefeuille surperforme très nettement le CAC 40, qui est même carrément en négatif. Donc, continuez d'imposer les sociétés du CAC 40. Ça va très bien se passer. Ça va tout améliorer. Et moi, je continuerai de surperformer notre économie française. Bon, par contre, par rapport au SP500, j'étais déjà en dessous, hein, vous le savez depuis un petit moment. Je suis toujours clairement en dessous, c'est ma courbe en bleu. Par contre, vous voyez que je commence à rattraper petit à petit. Vous voyez que ma courbe en bleu commence à monter petit à petit. Je suis même à 5,30% ce mois-ci. Donc, bah voilà, donc ça, je peux avoir comme de la volatilité. Hein. Encore une fois, ça peut baisser de moins 10% dans les prochains mois. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Mais je pense que le SP500 risque de baisser à un moment donné beaucoup plus que mon propre portefeuille. Vous voyez d'ailleurs au niveau de la courbe, regardez l'ampleur des baisses du SP500 ici, 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 ici. Vous voyez que les baisses par rapport à ma courbe, enfin, sont d'importance beaucoup moindre. De moindre importance, voilà, je cherchais le terme. Donc voilà, j'ai moins de volatilité globalement que le SP500. Donc je rappelle aussi que j'ambitionne de surperformer ou en tout cas de faire au moins les mêmes performances que le SP500 mais avec une courbe beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire sans avoir des moins 50%, des moins 20%, des moins 15%, sans avoir de drawdown comme le SP500, d'avoir une courbe beaucoup plus lissée mais d'avoir des performances similaires et si je peux même le battre, j'hésiterai pas bien entendu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pour les plus courageux et je vous dis à très bientôt, je pense mardi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Druide, je pense que ça sera même mercredi. À très bientôt, bye bye.